J'ai déjà encaissé la compte de 50 000 euros. J'ai co-signé pour cet appartement, donc il m'appartient et je le vends. Ma mère hurla ces mots en jetant un contrat de prêt froissé sur mon lit. Il était 3 heures du matin, mais cela ne l'arrêtait pas. Elle ne pensait qu'à ma sœur, Élodie, qui vomissait sur le trottoir et avait besoin d'une voiture pour s'enfuir. Ne sois pas égoïste, cracha-t-elle. Donne-moi tes clés. Je baissai les yeux vers le contrat illégal. Puis vers la femme qui venait de vendre mon toit à un usurier. Je ne protestai pas. J'attrapai mon lourd manteau d'hiver accroché près de la porte. Je savais que le double des clés de son tout nouveau SUV de luxe à 98 000 euros était glissé dans la doublure depuis la révision de la semaine précédente. Je lui lançai le manteau. Prends la voiture. Prends le manteau. Pars. Elle arracha le paquet et s'enfuit, persuadée d'avoir les clés de ma vieille berline. Elle ignorait qu'elle venait de voler son propre bijou. Le silence qui suivit fut épais, celui qui bourdonne après une détonation. Je restai au centre du salon, fixant l'embrasure vide où ma mère se tenait quelques secondes plus tôt. L'air gardait son parfum floral entêtant, qu'elle portait comme une armure. Je n'allai pas à la fenêtre. Inutile. Je savais exactement ce qui se passait. Élodie se laissait tomber derrière le volant du 4x4, ivre et sûre d'elle, convaincue d'avoir réussi un nouveau coup. Déborah l'attachait sans doute côté passager, murmurant que tout irait bien, qu'elles avaient encore gagné. Elle croyait toujours gagner. Dans ma famille, la légende comptait plus que la vérité. Je suis née en 1992, l'année où mon père est parti et où l'économie s'est effondrée. 3 semaines après son congé maternité, ma mère perdit son poste de directrice adjointe. Elle me regarda, bébé aux coliques dans un berceau d'occasion, et décida que j'étais le mauvais présage. Le poids qui la tirait vers le bas. 3 ans plus tard, Élodie naquit le jour exact où Déborah obtint 70 000 euros d'indemnité après un léger accident de voiture. L'argent afflua, les dettes furent réglées, le soleil revint. Élodie n'était pas seulement un bébé. Elle était le porte-bonheur. Le ticket d'or. Les règles étaient simples. Moi, j'étais l'ouvrière. Élodie, la récompense. Moi, la bête de somme. Elle, la vitrine. Je me souviens de mes 18 ans. Ma grand-mère, la seule à me regarder avec douceur, m'avait légué une petite boîte en velours. À l'intérieur, un collier ancien en saphir, délicat et authentique. Le premier objet précieux de ma vie. Je le cachai dans mon tiroir à chaussettes, trop effrayé pour le porter. 2 semaines plus tard, en rentrant de mon service au bistrot, je trouvai la boîte vide. Je retrouvai le collier le soir même. Autour du cou d'Élodie, qui posait devant le miroir du couloir pour une fête où je n'étais pas invitée. Quand j'affrontai ma mère, elle ne leva même pas les yeux de son magazine. Ta sœur a besoin d'une voiture pour la fac. On a vendu les saphirs pour l'apport. Tu prendras le bus, Aurore. Toi, tu es l'ouvrière. Elle est le visage de cette famille. Elle doit briller. Ce jour-là, j'appris 2 choses. D'abord, que tout ce que j'aimais serait sacrifié pour nourrir la vanité d'Élodie. Ensuite, que dans l'esprit de Déborah, je ne possédais rien. J'appelle cela le délire du bienfaiteur. Une folie particulière chez certains parents qui voient leurs enfants non comme des êtres humains, mais comme des placements. Déborah croyait que m'avoir mise au monde, nourrie, avoir signé un papier d'autorisation ou un prêt autrefois, lui donnait un droit féodal sur toute mon existence. En regardant cet appartement, mon refuge, elle ne voyait pas mon nom sur l'acte. Elle ne voyait pas les 5 années de mensualité payées en sautant des repas et en travaillant 60 heures par semaine. Elle voyait une cosignature griffonnée 10 ans plus tôt. Dans sa logique tordue, cette signature faisait d'elle la châtelaine et de moi la serf. J'étais seulement l'intendante, gardant le siège chaud jusqu'au jour où elle déciderait de liquider son actif. Elle pensait réellement avoir le droit de vendre mon toit à 3 heures du matin pour rembourser une dette de jeu. Elle croyait que j'accepterais. Comme pour les saphirs. Mais l'ouvrière voit tout. L'ouvrière apprend comment fonctionne la machine. Et l'ouvrière sait exactement quel levier tirer pour faire s'effondrer l'usine entière. Je m'approchai enfin de la fenêtre. En bas, les feux arrière du 4x4 s'embrasèrent en rouge avant de filer dans la nuit. Je consultai l'heure sur mon téléphone. 3h22. Je n'appelai pas la police. Je ne les prévinsse pas qu'Élodie était trop ivre pour conduire un monstre de 400 chevaux. Je regardai simplement les lumières rouges disparaître au loin. Et j'attendis le bruit du choc. La pluie commença à tomber, fine et glaciale, faisant briller l'asphalte sous les lampadaires. En contrebas, la scène se déroulait comme je l'avais prévu. Élodie fouillait le manteau d'hiver que je leur avais lancé. Elle tremblait, pas seulement de froid, mais de manque.
Ses mains secouées s'enfoncèrent dans la doublure. Puis un éclair. Les feux de stationnement ambrés du grand 4X4 noir s'allumèrent. Le véhicule était une bête. Un modèle en série limitée. Un véritable char de luxe que ma mère, Déborah, avait acheté 3 mois plus tôt pour célébrer son prétendu statut de magnate de l'immobilier. 400 chevaux. Siège en cuir chauffant. Système de capteurs sophistiqué qu'Élodie, dans son état, était incapable de maîtriser. Élodie n'hésita pas. Elle ne vérifia pas les rétroviseurs. N'ajusta pas le siège. Elle monta et le moteur rugit. Un grondement profond qui fit vibrer ma fenêtre. Je pris mon téléphone. Mon pouce flotta au-dessus du bouton d'appel. Réflexe ancien. Vestige d'une vie passée à réparer leur désastre. L'ancienne moi, celle qui payait le crédit et s'excusait d'exister, aurait appelé. Je serais descendue en pyjama, criant qu'elle prenait la mauvaise voiture, qu'Élodie était trop ivre pour conduire, qu'elles allaient tout perdre. Mais je restais immobile. Je regardais l'écran. Puis le contrat manuscrit posé sur mon lit. Le papier qui vendait mon refuge pour 50 000 €. C'est là que j'ai compris la leçon la plus importante de ma vie. Le pouvoir du silence. On nous apprend que l'amour signifie intervenir. Que si quelqu'un marche vers un précipice, on doit le retenir. Mais que faire quand cette personne vous pousse vers le vide depuis 20 ans? Quand la sauver aujourd'hui lui donnera la force de vous détruire demain. Mon silence n'était pas passif. C'était une arme. Un choix stratégique. Comme l'a dit Napoléon Bonaparte, n'interrompez jamais votre ennemi lorsqu'il est en train de commettre une erreur. Déborah et Élodie étaient au cœur de la plus grande erreur de leur vie. Si j'intervenais, je redevenais la fille insupportable. La méchante. Si je me taisais, je ne faisais rien. J'étais témoin. Je baissai le téléphone. Je ne composais aucun numéro. Le 4X4 bondit en avant. Il heurta la poubelle de tri des voisins, envoyant des bouteilles en plastique rouler sur l'asphalte mouillé. Les feux stop s'illuminèrent en rouge vif. Puis la voiture accéléra. Elle dévala la rue, mordant légèrement la ligne centrale, puis disparut dans le virage. Je restai là. À compter. 1, 2, 3. Le bruit arriva environ 40 secondes plus tard. Pas une explosion hollywoodienne. Un choc sourd. Écœurant. Le métal de luxe qui se plie sur lui-même. Le verre éclatant contre le béton. L'écho remonta la rue silencieuse. Un point final. Je ne sursautais pas. Je n'appelais pas la police. Dans un quartier comme le nôtre, quelqu'un le ferait dans les minutes suivantes. Les sirènes ne tarderaient pas. Je me détournai. Ramasser le contrat. Le plier soigneusement. Le poser sur ma table de nuit. Je me recouchai. Je ne dormis pas. L'adrénaline vibrait dans mes veines comme un câble sous tension. Mais je respirais calmement, attendant le lever du soleil sur un monde nouveau. Un monde où je n'étais plus celle qui répare. J'étais l'architecte. Et la démolition venait de commencer. Le soleil se leva à 6h14. Lumière grise, impitoyable. Celle qui révèle chaque fissure du trottoir et chaque mensonge murmuré dans l'ombre. Mon téléphone vibra. Notification d'une application d'alerte locale. Un véhicule de luxe avait été retrouvé abandonné dans un fossé de drainage à 5 km à l'est. Le conducteur avait pris la fuite. Délit de fuite. Je me servis un café noir et m'assis à mon bureau. Il était temps de travailler. Ma mère aimait se croire manipulatrice hors pair. Mais elle avait un défaut fatal, la paresse. Les détails l'ennuyaient. Quand elle avait acheté ce 4X4 à 98 000 €, elle n'avait pas configuré le système télématique ni le compte en ligne. Elle m'avait jeté le manuel. Débrouille-toi. Je n'ai pas le temps pour ces bêtises informatiques. Alors je l'avais fait. Créer le compte. Relié à mon adresse électronique. Choisis le mot de passe. Et comme elle ne l'avait jamais demandé, je ne le lui avais jamais donné. J'ouvris mon ordinateur portable. Connexion au tableau de bord. Un clic. La vérité apparut. Je téléchargeai les images de la caméra intérieure de la nuit précédente. Vidéo nette. Preuve irréfutable d'un délit. À l'écran, Élodie affalée au volant. Une main sur le volant, l'autre tenant une bouteille de vodka sans doute volée dans le meuble à alcool de Déborah. Horodatage parfait. 3h22. Regarde-moi, marmonna Élodie au siège passager vide, les yeux vitreux. Je conduis le tank de maman. Aurore doit pleurer dans sa petite berline minable. Et si je l'abîme? Maman en rachètera une autre. Elle but une gorgée. Rit. Un rire dur, laid.
Puis elle dévia. La caméra trembla violemment lorsque la voiture frôla la glissière, pivota, puis s'écrasa contre le talus de béton. Les airbags explosèrent dans un nuage blanc. Image figée. Grésillement. Silence. Je sauvegardai le fichier sur 3 disques durs et un serveur distant. Je nommai le dossier « Boomerang ». Déborah pensait protéger son enfant doré. Elle croyait pouvoir cacher la voiture, la déclarer volée plus tard et encaisser l'assurance pour rembourser l'usurier. Mais cette fois, le retour serait brutal. Elle ignorait que je possédais un enregistrement haute définition montrant sa fille adorée conduisant en état d'ivresse et prenant la fuite après un accident. Mais ce n'était que l'entrée. Il me fallait le plat principal. Je me dirigeai vers le coffre ignifugé fixé au sol de mon placard. Gauche. Droite. Gauche. La lourde porte d'acier s'ouvrit. À l'intérieur, un unique dossier bleu. Je le posai sur le bureau, à côté du contrat froissé que Déborah m'avait lancé quelques heures plus tôt. Le contraste était presque poétique. Son document, un chaos manuscrit, illégal, griffonné par une femme paniquée. Le mien, un acte de cession dûment certifié, notarié, tamponné et enregistré au service de la publicité foncière 6 mois auparavant. À l'époque, j'avais expliqué à Déborah que je devais renégocier le crédit immobilier pour réduire les mensualités. Je lui avais dit que cela lui ferait économiser de l'argent. Elle n'avait pas lu les petites lignes. Elle n'avait pas vu que les nouvelles conditions exigeaient le retrait du cosignataire du titre de propriété pour obtenir un meilleur taux. Elle avait signé là où je lui indiquais, pressée de retourner à son brunch. Trop arrogante pour comprendre qu'une nouvelle inscription cadastrale annule l'ancienne. Selon l'État de l'Oregon, Deborah Henderson n'avait désormais aucun droit légal sur cet appartement. Ni propriétaire. Ni bailleur. Juste une étrangère ayant encaissé 50 000 € pour un bien qui ne lui appartenait pas. Je passai la main sur le sceau en relief. C'était une armure. Pendant 20 ans, elle m'avait traité comme une servante, un compte bancaire, un problème. Elle pensait que mon silence était faiblesse. Que payer les factures était naïveté. Elles avaient oublié une chose. Celle qui paie conserve les preuves. Je glissai l'acte dans mon sac. La clé USB contenant la vidéo dans ma poche. Je terminai mon café. Le téléphone sonna. Déborah. Je laissai sonner 3 fois avant de répondre. Sa voix était glaciale. Viens au cabinet d'expertise d'assurance au centre-ville. Maintenant. Pourquoi? Parce que sinon, je dirai à cet homme que tu t'es enfui avec ses 50 000 €. Il casse des jambes pour vivre, Aurore. Sois là dans 20 minutes. Je raccrochai. Je me regardai dans le miroir. Fatiguée mais nette. Je mis mon blazer. Je n'entrais pas dans un piège. Je le déclenchai. Je conduisis vers le quartier financier, fenêtres ouvertes, l'air froid aiguisant mes pensées. Le cabinet se trouvait dans une tour de verre et d'acier, le genre d'endroit conçu pour vous faire sentir minuscule. Terrain neutre, croyait-elle. Pour elle, une scène. La mère Courage nettoyant les dégâts de sa fille. Je garai ma berline 3 rues plus loin. Blazer anthracite. Chemisier en soie. Talons aiguilles claquant comme des coups de feu sur le trottoir. Cheveux tirés en arrière. Je ressemblais à une femme venue conclure un accord. Pas à une coupable. Déborah m'attendait dans le hall. Tailleur bleu marine impeccable. Maquillage parfait. Mais ses mains se crispaient. Elle détailla ma tenue. Déçue. Elle voulait un bouc émissaire brisé. Pas une dirigeante. Elle me tira près des ascenseurs. Tu as pris les clés pour acheter du lait. Tu t'es trompé de voiture dans le noir. Tu as heurté une glissière. Tu as paniqué. Tu as fui. Et tu paieras la franchise. Pourquoi avouer un délit? C'est une fraude à l'assurance. Son sourire était carnassier. Sinon, l'homme à l'étage, Monsieur Vance, l'investisseur qui m'a viré les 50 000 €, apprendra que tu es parti avec son argent. Il casse des jambes. Signe et sauve-toi. Elle croyait m'avoir acculé. Elle ignorait que j'avais déjà neutralisé le piège. D'accord, dis-je. Montons. Dans l'ascenseur vers le 12e étage, elle retoucha son rouge à lèvres comme avant une victoire. Je serrai mon sac contre moi. À l'intérieur, la vidéo. L'acte. Salle 4B. Une boîte de verre à l'air lourd. Monsieur Henderson, expert principal, attendait en bout de table, fatigué comme le sont les hommes qui entendent trop de mensonges. Monsieur Vance était assis dans un coin, observant Déborah comme un virement en attente. Élodie se tenait derrière, lunettes de soleil surdimensionnées, gueule de bois et soudain minuscule.
Henderson fit glisser une page sur la table en acajou. Comme Elodie est conductrice exclue du contrat, expliqua-t-il, l'indemnisation n'est possible que si le véhicule a été pris sans consentement par un membre assuré de la famille. Il me regarda. Par vous. Déborah prit le stylo. Calme. Théâtrale. Cela me brise le cœur, dit-elle d'une voix tremblante. Aurore a pris les clés. Je n'ai rien su avant qu'il ne soit trop tard. Elle me fixa. Signe où l'usurier te brise les jambes. Je restai silencieuse. Juste assez longtemps. Elle signa, Déborah Henderson. Date. Affidavit repoussé vers l'expert. Le piège se referma. Faux témoignage. Fraude à l'assurance. Tout cela pour un versement de 98 000 €. Henderson leva les yeux vers moi. Et vous, mademoiselle Henderson? Je le confirme, dis-je en déposant ma tablette au centre de la table. Ma mère se trompe. Je n'ai pas pris la voiture. Et elle non plus. J'appuyai sur lecture. La voix d'Élodie jaillit de l'enregistrement, ivre, fanfaronne, se moquant de ma petite berline minable et glorifiant le tank de maman. Le tintement d'une bouteille. Puis l'embardée violente. Le choc. Le silence. Je mis la vidéo en pause. L'air blasé d'Henderson se mua en concentration glaciale. Madame Henderson, est-ce bien la voix d'Élodie? La conductrice exclue du contrat? Déborah devint livide. C'est faux, balbutia-t-elle. Manipulé. Horodatage sécurisé, répondis-je. Téléversé à 3h22, l'heure exacte de l'accident. Henderson attrapa son téléphone. Sécurité. Prévenez le référent police. Code 3. Suspicion de fraude en cours. La chaise de Monsieur Vance racla le sol comme une menace. La voiture est détruite, je m'en moque. Je veux mon acte. Déborah, vous aviez dit que la fille signerait aujourd'hui. Déborah se tourna vers lui, paniquée. Oui, elle l'a. J'ai cosigné, je suis propriétaire. Elle pointa un doigt vers moi. Donne-lui les papiers, Aurore. Je fis glisser le dossier bleu sur la table. Lisez. Vance parcourut l'acte notarié. La signature certifiée de Déborah, 6 mois plus tôt. Renonciation officielle à ses droits. Tampon administratif confirmant, Aurore Henderson, unique propriétaire à 100%. Il releva les yeux, froid. Elle n'est plus sur le titre. Déborah resta figée. Quoi? Vous avez cédé vos droits lors du refinancement, dis-je calmement. Vous n'avez pas lu. Je me penchai légèrement. Vous avez encaissé ces 50 000 € pour vendre un bien qui ne vous appartenait pas. C'est une escroquerie. Un vol aggravé. Sa voix se brisa. Mais j'ai cosigné. Je suis sa mère. Le calcul est simple. Pas de voiture. Pas de maison à vendre. Et vous lui devez 50 000 € que vous avez déjà dépensés. Moins de 4 minutes plus tard, 2 policiers entrèrent. Henderson désigna Déborah et Élodie, prononçant des mots nets. Fraude aggravée. Escroquerie. Risque de fuite. Les menottes claquèrent autour des poignets d'Élodie. Ses larmes ne lui valurent qu'un rappel de ses droits. Monsieur Vance, lui, ne partit pas. Il se pencha vers Déborah tandis qu'on l'escortait. La maison est perdue, murmura-t-il. Mais vous avez encore des reins. 24 heures. Déborah se retourna vers moi. Plus de masque. Juste la haine. Tu as fait ça. Tu es une malédiction, Aurore. Je ne ressentis rien. Juste un livre de comptes enfin équilibré. Je ne t'ai pas détruite. J'ai simplement cessé de te sauver. Profite de la retraite que tu as méritée. Je sortis dans le matin froid. Mon téléphone vibra. Message de mon avocate, la vente légitime que j'avais organisée 2 semaines plus tôt était finalisée. Virement reçu. Je montai dans ma berline et pris la route vers le nord, en direction de Seattle. Pour la première fois de ma vie, je ne devais plus rien